On se retrouve aujourd'hui aux Utopiales 2021 en compagnie de Jean Barret. Bienvenue à vous. Bonjour. Donc vous êtes l'auteur de la trilogie Trademark qui est parue au Bélial et cette année est paru Mort, le 3e volet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est née cette série? Qu'est-ce qui a déclenché cette volonté d'écrire? Bien sûr, la rencontre avec un philosophe, Danny Robert Dufour, que j'ai rencontré d'abord, j'allais dire, intellectuellement, c'est-à-dire par la lecture de ses ouvrages, qui m'ont beaucoup inspiré, notamment le délire occidental, c'est le premier livre que j'ai lu de lui et qui m'a fait un grand effet. Ça m'a donné envie d'écrire des ouvrages de science-fiction. Je lui ai envoyé, ça lui a plu, et du coup on a été ensuite en lien, et c'est comme ça que ça s'est fait, avec l'idée sous-jacente dans cette trilogie de la question du sens de la vie. Qu'est-ce que le sens de l'expérience humaine? Où est-ce qu'on va avec ça? Et quelles sont les réponses que nous donne la société, ou en tout cas les grands courants de réponses que nous donne la société, et quelles sont les dérives de ces grands courants? La surconsommation bonheur TM, la tentation, on va dire, est totalitaire, et aussi de se noyer dans une source sans fin de loisirs numériques VTM, et puis la tentation religieuse avec mort TM. Ça paraît un peu définitif quand même, mort TM. Alors est-ce que c'est le passage, juste le seuil, ou la religion comme un seuil vers autre chose, ou... Non, la religion comme une proposition de réponse au sens de la vie. Et le sens de la vie passe par la mort, puisque en tout cas au niveau religieux, la préoccupation majeure, c'est de savoir ce qui va se passer après la mort, et ce qui va se passer après la mort définit la façon dont on doit vivre. C'est très caricatural, très simpliste ce que je dis, mais enfin quand même, on retrouve à peu près ça dans toutes les religions. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est surtout la multiplicité des religions. Il y en a un nombre, en fait, en réalité, non pas incalculable, mais très élevé, soit dans l'espace, et encore plus si on prend la dimension du temps. Il y a des milliers de religions qui ont proposé des visions et des réponses aux hommes. Et la question qui se pose pour moi, en tout cas que je traite dans Mort TM, c'est si j'ai besoin de me dire, voilà, je voudrais un sens à ma vie, tournons-nous vers les religions, et si on commence à regarder les messages religieux, ils sont tellement foisonnants et tellement parfois contradictoires, ou en tout cas tellement différents, que la question se pose de est-ce qu'on n'est pas noyé sous cette réponse, et du coup, est-ce qu'il y a une bonne réponse? Et puis, est-ce qu'il n'y en a aucune, ou est-ce qu'elles sont toutes bonnes les réponses, ou est-ce qu'il n'y en a aucune parce qu'il y a trop de réponses? Voilà ces interrogations qu'il y a dans Mort TM. D'accord. Finalement, peut-être que la religion, par rapport au capitalisme, est-ce que finalement, la meilleure, celle qui rassemble tout le monde, ça serait celle-ci, ou... Il y a l'idée quand même pour une religion, je pense, ou en tout cas une structure religieuse, donc que ce soit une structure religieuse, une église, un temple, ce qu'on veut, une structure qui regroupe les croyants. Il y a une logique capitaliste qui est d'attirer des, entre guillemets, clients à soi, et quand on est surtout en concurrence avec d'autres grandes entités structurelles. Et donc oui, il y a une démarche presque sous-jacente du coup un peu capitaliste, d'être en concurrence et d'essayer d'être attractif dans son message, et on peut faire peur, ou bien on peut promettre, et au fond le capitalisme c'est un peu une forme de religion, la religion c'est un peu une forme de capitalisme, ça se mélange tout en étant quand même différent. Je dis pas que tout est à égalité là-dedans, mais je dis il y a effectivement de nombreuses similitudes, et une des grandes tentations c'est aujourd'hui, en tout cas, de traiter le message religieux justement comme une marchandise. Parce qu'après tout, on peut aussi consommer une religion. Là, je le mettais côté structure religieuse, mais il faut voir aussi côté croyant. Bon, il y a les croyants qui sont vraiment, comme le nom l'indique, aller la foi. Mais il y a aussi beaucoup de croyants qui, soit le font parce que c'est une tradition familiale, ou bien ils ont été éduqués comme ça et ils n'y réfléchissent pas trop, ou bien carrément, on consomme un message religieux parce que ça nous apporte quelque chose, comme le fait de consommer autre chose, une série Netflix ou autre. Donc il y a cette logique-là. En fait, à l'ancienne,
ça, je vais acheter des indulgences, ça va me rassurer, allez, je continue ma vie. À l'ancienne, avec voilà, toujours probablement une dualité de j'y crois un peu, donc c'est pas totalement cynique dans la démarche que de dire j'achète une indulgence, mais il y a quand même un peu de réponse là, pour le coup, très capitaliste, au péché et au fait de s'acheter une petite place, une petite concession au paradis. Mais il y a un peu mi-cynisme, mi-sincérité, probablement, les deux peuvent cohabiter. Mais oui, bien sûr, il y a cette logique-là, toujours dans l'idée de, voilà, je suis un peu désemparé, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Voilà. Qu'est-ce qui va me faire un petit cocon? Qu'est-ce qui va me rassurer? Voilà, qu'est-ce qui va me rassurer? Qu'est-ce qui va me donner l'idée que je ne vis pas pour rien? J'ai un sens à mon existence, et les religions sont très fortes pour ça. Moins maintenant, d'où un peu quand même peut-être le sentiment de marasme généralisé, pas que les religions. Toutes les valeurs classiques, les valeurs, je veux dire, qui vendaient donc un sens aux gens, s'effondrent. Donc les religions, les valeurs, donc je disais plus classiques, je sais pas, républicaines, nationalistes, ce qu'on veut, les bonnes et les mauvaises valeurs, mais qui étaient structurantes et qui donnaient un sens, ont tendance à s'effondrer. Et le pire de la crise, à mon sens, c'est ce qu'on vit là en ce moment, c'est l'effondrement non pas du capitalisme, qui pour l'instant, bon an mal an, se porte plutôt très bien dans son fonctionnement, mais dans l'idée sous-jacente qu'il y avait. Toutes nos sociétés capitalistes reposent sur l'idée qu'on va avoir accès au progrès. C'était ça qu'on nous a vendu dès la naissance de la révolution industrielle. On nous a dit, sortez des campagnes, allez travailler à l'usine, et vous allez voir, ça sera bien, parce qu'il y aura du progrès. Progrès matériel égale progrès spirituel, égale bonheur, avec ou sans TM, à la clé. Et les gens avaient cette idée-là, oui, que voilà, mes enfants auront une meilleure vie que moi, mes petits-enfants une meilleure vie que leurs enfants, et etc. Et peut-être en 5-10 générations, peu importe, enfin on atteindra la félicité. Et jusqu'à peu, cette notion de progrès a été vraiment très acceptée. Et puis là, aujourd'hui, depuis quelques années, on commence à réaliser le coût de ce progrès matériel, le coût humain, le coût évidemment écologique. On commence à se dire qu'en plus, ça n'amènera pas le progrès spirituel, ça n'amènera pas la félicité. Et là, c'est une vraie panne civilisationnelle, merci, parce que c'est une vraie panne, parce que qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que personne ne le sait. On a eu précisément les dieux, très longtemps, pendant les millénaires, société structurée sur des ordres divins. Ensuite, on nous a dit non, stop, on arrête avec ça, on le décale, vous le faites si vous voulez, vous priez si vous voulez, mais on s'en fout, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est le progrès matériel. Et là, on est en train de se dire non, ça marche plus. Oui, mais quoi d'autre? On ne sait pas. Donc Mortem, c'est ce constat. La trilogie entière est ce constat. Mortem traite, bien sûr, clôturant la trilogie, traite de ce constat, et donc un peu plus particulièrement du désarroi religieux face à sa multiplicité. Et Mortem, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur l'intrigue? Est-ce qu'il se lit indépendamment de Bonheur TM et de Vie TM, ou il vaut mieux avoir lu les deux autres avant? Alors c'est une trilogie de sens, donc normalement, et pas d'histoire et pas de personnage, donc normalement on peut la lire dans le sens qu'on veut. Je dis normalement parce que je vais quand même minorer ce propos. Il y a peut-être un intérêt à lire Mortem en dernier parce que ça clôture la trilogie. Mais je pense qu'on peut le lire malgré tout, même en premier si on veut, c'est pas très grave. Quant à l'intrigue, c'est, sans faire de spoiler, donc une immensité de milliards d'individus qui est découpée en 3 zones. On suit un protagoniste de chacune de ces zones, oui. Une zone très consumériste, une zone très totalitaire, une zone très religieuse. Et ces 3 protagonistes qui sont intégrés dans leur société et qui pensent que leur structure sociale est la meilleure, celle qui offre le plus justement d'espoir, de bonheur et de félicité, ces 3 protagonistes vont se trouver heurtés à une M-théorie dont personne ne sait ce que c'est, et ils vont découvrir au fur et à mesure du roman, et ça va bouleverser à tous les 3 leur vision de leur vie. Voilà. Donc, je peux citer les noms des personnages? Bien sûr, ça bien va. sûr. On suit donc Rasmia, Xiaomi et Donald Trump. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Alors, dans l'ordre oui, ou dans le désordre. Rasmia, c'est une chaos magicienne. C'est une personne qui peut changer de religion
puisque le chaos magie, c'est un peu le principe que l'important c'est de croire, mais pas de croire en pensant qu'on détient la vérité, mais de croire tout court. Donc on peut être catholique le lundi, juif le mardi, musulman le mercredi, on s'en fiche, l'important c'est de, par contre, d'être sincère sur le moment, parce qu'on sait que c'est un vrai acte de foi. Alan Moore, l'auteur très connu, et s'est autoproclamé chaos magicien, et pris Glycon, un faux dieu romain, que prit aussi donc le Rasmia. Elle incarne donc cette capacité de l'humanité à se dire que ça n'a pas vivre sans penser, sans suivre une directive supérieure, sans penser à l'après-vie, ne vaut pas le coup de vivre. Ensuite, on a Xiaomi qui est, lui, dans la zone ultra-consumériste, il porte, comme tous les gens de cette zone, un nom de marque, parce que les marques ils ont des sponsors de vie, et lui, il incarne donc l'idéal consumériste, c'est-à-dire le fait que le citoyen est roi, il faut pouvoir exprimer tous ses vices, il faut pouvoir exprimer toutes ses pulsions, parce que le marché répond à ça. Toute cette zone qui s'appelle Mandeville, alors Mande-ville, mais qui est en fait évidemment une allusion à Mandeville, le philosophe qui a été célèbre entre autres pour la fable des abeilles, et qui en gros nous dit qu'une société de moines n'a aucun intérêt, parce qu'elle n'ira nulle part, ils ne font que prier et c'est tout, ça n'a aucun intérêt pour l'humanité. Les saints sont nuls, n'ont aucun intérêt pour l'humanité, il faut arrêter avec tous ces braves gens qui sont prêts à être extrêmement dévoués, etc. C'est nul, ce dont on a besoin, c'est de salauds, ce sont ces termes vraiment propres, on a besoin des pires d'entre nous, les vices privés font les vertus publiques, c'est sa catchphrase qu'il a rendue célèbre à travers les siècles. Et donc voilà, c'est cette zone-là où donc, Xiaomi représente cette idée que voilà, l'expérience humaine est chouette dans nos sociétés parce qu'on arrive à voir ce qu'on veut et que si on exprime nos vices, on rend service à tout le monde. Et puis Donald Trump, qui lui est au contraire, alors tout l'inverse, la dernière zone, qui est une zone extrêmement totalitaire, dirigée par les hommes sont tenus par des algorithmes, tout le monde est à égalité, tout le monde vit dans un cube de 8 mètres carrés, tout le monde mange la même chose, tout le monde vit de la même manière. Par contre, tout le monde a accès à un univers virtuel au numérique extrêmement riche, et avec des temps de vie découpés par les algorithmes, avec des métiers qui n'ont aucun sens, parce qu'en réalité, ils n'ont pas besoin de travailler, mais ça occupe la population, avec des loisirs, etc. Donc voilà ces trois personnages, et donc leur confrontation à la même théorie qui va les faire dérailler. Et vous, si vous viviez dans votre roman, quelle zone vous choisiriez? C'est la moins pire. C'est terrible. Oui, la moins pire, ce sera certainement pas la mieux. Je pense que c'est terrible, mais c'est celle du consumérisme qui est probablement la moins pire, quoique, mais c'est très difficile. Pas la zone religieuse pour moi, parce que je ne m'y retrouverai pas, mais entre les deux zones où tout le monde est à égalité et n'a pas de responsabilité en fait, ce qui est aussi, d'où le jeu avec des noms un peu enfantins, des jeux de mots un peu enfantins, parce que c'est une population qui est très infantilisée, et ça peut être finalement pas si désagréable de ne pas avoir de responsabilité, d'être sûr de manger, d'avoir un toit, et puis d'avoir un univers qui s'ouvre à soi de loisirs et de détente, même si ça génère une angoisse, parce qu'on ne sait pas trop justement à quoi tout ça sert. Donc ça peut être intéressant, mais quand même vivre dans un cube de 8 mètres carrés, je ne sais pas si ça m'emballerait. Alors la zone super ultra consumériste a ce bon côté que elle offre tout un tas de plaisirs et donne une illusion de liberté, comme dans notre société où on a une illusion de liberté quand vous avez des grandes marques qui font des publicités en disant sois toi-même, vis ta vie, sois ton propre héros, etc. Achète ma marque, enfin achète mes produits. Je pense qu'il y a quand même vraiment une fausse idée de liberté, mais qui est peut-être une douce illusion, alors à condition d'avoir un travail, de gagner sa vie et tout ça, parce que si c'est pas le cas, évidemment on souffre beaucoup dans ce genre de société. Mais voilà, la moins pire, je sais pas, les trois sont affreuses, la moins pire probablement celle de la zone consumériste, qui est donc aussi bonheur TM. D'accord. Vous parlez quand même pas mal de philosophie, là, vous citez Mandeville. Il y avait également Denis Robert Dufour qui a rédigé la première postface. Oui, exactement.
C'était une volonté d'insérer un peu de la philosophie dans vos écrits ou en fait c'est venu tout seul? Oui, c'était pas une volonté, c'est venu tout seul parce que c'est parti voilà, d'un constat un peu de malaise dans la société. C'est presque maintenant malheureusement un pléonasme. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, qui dit société occidentale dit malaise. Une difficulté à trouver les mots que j'ai fini par avoir grâce au livre de Dany Robert Dufour. Et ça m'a amené à cette démarche, j'avais envie de montrer ces extrêmes-là, et du coup, naturellement, ça amène à faire un peu de philo, ou en tout cas d'avoir une approche philosophique, je veux dire par là, de pousser le lecteur à... Et moi, en l'écrivant aussi, hein, je me mets vraiment dans le même panier, de nous pousser tous à voir, à nous confronter un peu à ces trois délires qu'on a là, consumérisme, totalitarisme et religion. Ça varie dans le temps. D'une manière générale, on a toujours un peu le délire consumériste qui est sous-jacent dans nos vies. Mais il y a des périodes où, par exemple, la période d'élection électorale là, qui arrive, nous donne la tentation du chef qui va nous sauver, du chef qui va nous dire, voilà, suivez-moi, avec moi, vous verrez, ça va marcher, ça va bien se passer, enfin, ça va aller mieux. Voilà, on dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de populistes, mais je pense que malheureusement, ça fait très longtemps, ça se voit peut-être plus maintenant, mais ça fait très longtemps que la politique est structurée sur une idée aussi d'ailleurs, très capitaliste, j'achète des voix, non pas en payant les gens, mais j'achète des voix en leur vendant du rêve, en leur vendant une sécurité, en leur disant avec moi tout ça aura un sens. Aujourd'hui la société n'a pas de sens, ou elle l'a perdu, c'est les populistes qui rêvent d'un passé merveilleux dans leurs yeux, on a perdu le sens, on va le retrouver, votez pour moi. Donc là je pense qu'on a sur une tentation un peu plus, que je dis totalitaire, c'est un grand mot, mais enfin bon, disons, de se mettre entre les mains d'un chef, pour qui nous sauve, et on est systématiquement déçus, mais enfin, systématiquement on y revient. Et voilà, mais sous-jacent, il y a quand même toujours la surconsommation qui est dans notre univers. Finalement, donc avec les romans, vous aviez tout de suite l'idée de parler de sujets qui vous tenaient à cœur, que vous trouvez importants, de sensibiliser le lecteur. Mais vous aviez aussi envie, je suppose, que ce soit aussi pour le plaisir, ou ça a tout de suite été sérieux? Ça part d'une émotion. De toute façon, quand j'écris en général, c'est toujours à partir d'une émotion. C'est pas une idée intellectuelle rationalisée, c'est une émotion. Et cette émotion, en général, je la nourris par plein de livres qui sont pas forcément en lien. Et quand même, ça me nourrit et ça commence à me générer des images. Et ensuite, quand j'ai suffisamment d'images, un stock d'images dans ma tête qui est bon, suffisant, je peux commencer à créer, à penser à l'univers. Donc j'ai voulu aussi mettre un peu d'humour dans ces livres, j'ai voulu aussi mettre quelque chose d'humour noir, bien sûr, cynique et pas difficile de faire autrement compte tenu du thème. Et je voulais au bout d'un moment mettre en lumière les grains de folie de notre société que peut-être on ne voit même plus, parce qu'on est tellement dedans que ça nous paraît la norme, normale au sens de c'est la norme, c'est ce qui est notre quotidien. Et je voulais le faire ressortir en montrant son absurdité. Alors ça donne des scènes un peu tragicomiques, mais oui, voilà, le schéma est ça. Je parle d'une émotion, des images, et après une histoire. Et après même les personnages, parce qu'au fond, les personnages principaux sont les trois sociétés. Ça qui nous parle, en fait, ce sont elles qui nous parlent. Oui, c'est des sociétés qui sont incarnées par des personnages humains, enfin réels. Exactement. Mais voilà. C'est la société qui est le personnage principal chaque fois. Et côté inspiration, vous avez eu des sources d'inspiration spéciales, littéraires, cinématographiques, musicales? Musicales. Alors, comme ce sont des émotions, j'aime beaucoup... ces émotions-là sont nourries par des textes, je disais, variés, des essais, des romans, etc. Mais aussi beaucoup de musique. J'adore la musique, alors, principalement électronique, pour la raison qu'elle a tendance à me mettre... dans un état très léger, hein, semi-méditatif, qui est très propice à la génération d'images. Et parfois, quelques textes d'auteurs, peu importe, français, américains, en général c'est français ou américain, j'écoute pas énormément d'autres musiques en paroles, parce que je ne pourrais pas les comprendre, et qui m'inspirent aussi beaucoup, enfin qui me nourrissent beaucoup. Donc oui, il y a souvent des inspirations musicales. Après, ce sont des inspirations inconscientes, évidemment, beaucoup d'auteurs de SF
Il y en a quand même 2-3 qui ressortent ou pas? Oui, si, j'allais dire les classiques, parce que, et Philippe Cadic en tête, parce que pour moi, sans doute une question de génération, mais pour moi la SF était me parler quand elle traitait justement de critiques sociales, etc., quand elle décalait dans le futur une problématique présente. C'était pour moi ça la SF. On a eu tendance à s'en éloigner, après tout c'est cyclique et puis il faut de tout pour faire le monde, donc je ne critique pas, mais on a eu tendance à s'en éloigner, et moi j'avais envie d'y revenir parce que c'est ça qui m'intéresse dans la SF. Donc ces réflexions-là, tous ces auteurs qui font des réflexions, et puis des auteurs de comics enfin, qui ont écrit aux États-Unis mais anglais, comme justement Alan Moore, Warren Ellis, des gens qui sont toujours avec cette critique sociale, voilà, Alan Moore en premier. Parce que... Et le côté aliénant aussi des sociétés. Et le côté aliénant des sociétés. Fahrenheit 451, voilà, de Bradbury. Exactement. Donc Philippe Cadic également. Après, j'en parle volontiers tout le temps parce que je l'adore. Serge Brussolo m'a non pas influencé au sens où j'aurais voulu faire ce qu'il fait, j'en serais bien incapable et ce serait très mauvais si je voulais. Et puis il n'y a qu'un Serge Brussolo, il faut qu'il y en ait qu'un. Mais cette façon qu'il a de mettre en scène des sociétés devenues folles, ou d'ailleurs intrinsèquement folles tout court, pas devenues forcément, avec cette fièvre, cette folie délirante dans ses textes, je pense m'a forcément nourri un peu d'envie, mais de l'injecter ça dans notre société actuelle, avec peut-être voilà, une mise en abîme de ce que nous sommes nous. Et voilà, tous ces mélanges-là, avec un peu de musique, un peu voilà, bon, ça fait ça. On va rien en révéler de plus. Voilà. J'ai une citation en tête absolument qui me fait rire à chaque fois que je la lis, d'ailleurs sur la musique. Et maintenant, vous travaillez sur des nouveaux textes, vous avez des projets en cours? Plein, trop. J'en ai 6, j'ai 6 livres écrits déjà. Donc quand je dis trop, c'est trop. Mon éditeur suffoque sous la vague de mes projets. Et j'ai en priorité, j'ai déjà écrit 3 ouvrages, mais c'est pareil, c'est pas forcément une trilogie d'histoires, même si là ça se passera dans le même univers. J'ai envie là de parler beaucoup de pop culture, et de l'importance qu'a la pop culture dans nos vies, dans le fait que, donc ça sera très différent, ce sera pas une dystopie, ce sera pas tout ça, mais dans la suite un peu de cette trilogie-là, Trademark, l'idée que toutes les valeurs s'étant effondrées, ce qui nous reste aujourd'hui comme liant, je parle dans les sociétés occidentales, mais pas que, c'est justement la pop culture. Que vous soyez africain, chinois, italien, ce que vous voulez, américain, tout le monde connaît maintenant Superman, Spider-Man, Harry Potter, Game of Thrones, tout le monde vibre à peu près à l'unisson des mêmes œuvres, et c'est donc un fond commun mondial qui est très intéressant à plus d'un titre, parce que d'abord c'était avant ça, il y a peu de temps que c'est le cas, grâce bien sûr à Hollywood, mais avant ça c'était plutôt un sous-genre décrié. Aujourd'hui c'est devenu évidemment une industrie porteuse de milliards de dollars, donc sérieuse. Et puis ce sont des œuvres qui du coup se mettent à véhiculer des valeurs. Tout à fait. Et ça m'intéresse beaucoup de voir qu'on passe des humanités, comme il fut un temps, aux surhumanités d'aujourd'hui, avec tous ces personnages incroyables, et qui véhiculent des valeurs, qui véhiculent une vision de la société, des rapports humains. Des questions. Voilà, exactement. Qui offrent aussi des réponses, qui valent ce qu'elles valent, mais peu importe, elles sont là, et on les a tous en commun. Alors l'histoire de ce cycle-là porte sur des psychiatres du futur qui ont, grâce à la nanotechnologie, un futur assez proche, grâce à la nanotechnologie, la capacité après avoir diagnostiqué le trouble chez un patient, une névrose ou une psychose, de rentrer dans leur inconscient pour la guérir. Et comme les inconscients sont saturés de pop culture, la névrose et la psychose se met en scène par une œuvre de pop culture. Et le psychiatre en question doit lui-même gérer ça, donc vaincre la névrose ou la psychose, en respectant la diégèse des univers mis en scène par l'inconscient, et donc en devant s'adapter systématiquement, en se transformant lui-même pour lutter contre. Et déclencher un reboot. Dans le roman, les professionnels s'appellent des rebooteux, mais avec 2 O, entre rebooteux des campagnes et reboot d'ordinateur remise à zéro. Et voilà, ça me permet aussi de parler des œuvres elles-mêmes et ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles nous véhiculent comme valeur, auquel là aussi on n'a peut-être pas forcément réfléchi quand on regarde un film ou une série ou on lit un livre, un roman, on absorbe
bien sûr l'histoire au premier degré, et on ne perçoit pas forcément le deuxième, et si on le voit, très bien, il y en a peut-être un troisième. Et qu'est-ce que ces œuvres-là nous disent? Ça me permet de faire cette réflexion-là, voilà. Très bien, et ben on attend avec impatience alors de pouvoir découvrir ces nouveaux écrits. En attendant, je vous souhaite un très très bon festival et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.